Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres ce soir, ces drames à Matadi-Mayo, commune de Mongafula, où un gros véhicule a fini sa course dans la foule. Bon provisoire, 7 morts et plusieurs blessés. Une freinage serré à la base. Accident mortel. Image et images dans un instant, c'est journal. Autre titre, c'est les réajustements du SMIC, le salaire du minimum interprofessionnel garanti au sein du portefeuille. S'achemine-t-on vers une amélioration des conditions sociales du personnel de ces entreprises? Nous avons des réponses dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous et bienvenue à ce journal décalé. Vous avez suivi tout à l'heure en direct de la ville de Kalemi dans le Tanganyika la clôture par le président de la République de la 11e session de gouverneurs de province. Et justement, la ville de Kalemi dans le Tanganyika a pas comme d'ordinaire accueilli la 24e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. On va y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions, mais bien jours avant, le président de la République avait également procédé à l'inauguration du bâtiment de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo. D'autres précisions dans ces reportages. Un nouvel édifice sorti des terres en plein centre-ville de Kalemi, le nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo est un immeuble de 2 étages situé sur l'avenue de la Révolution au quartier Fataki 1, commune de Kalemi, en plein centre commercial et administratif de la ville. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Marie-France Kabedi Malangou, indique que ce bâtiment de 200 mètres carrés, acquis sur fonds propres, s'inscrit dans le cadre de la noble vision du président de la République visant l'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie de son peuple. Ceci est le fruit d'un besoin exprimé par l'institution monétaire de doter à son agence provinciale de Kalemi d'un édifice modernisé en assurant un maximum de confort au personnel. Ce que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque centrale d'offrir ainsi à son personnel les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque centrale du Congo sur le territoire national. Le nouveau bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi, inauguré en ce jour par le chef de l'État, abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes de marque. La Banque centrale, en tant qu'entreprise autoritaire de régulation et de supervision du système financier congolais et comme institut d'émission de la monnaie nationale, compte 1710 agents et cadres au siège de Kinshasa à l'hôtel de monnaie dans les entités provinciales réparties dans les différentes provinces et dans les agences autonomes, y compris celle de Kalemi. Sauf changement de dernière minute, le chef de l'État arrive demain à Isiro dans le Haut-Ouélé où il va assister à la messe de pèlerinage national en mémoire de la bienheureuse annuarité. Isiro dans la fièvre de l'arrivée du premier citoyen de la République. On en parle dans ces reportages de Rachel Foutou et Coco Moulichon. 60 ans après le martyre de la bienheureuse annuarité, la ville d'Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, continue d'accueillir les pèlerins du monde entier. Cette année, au premier rang des pèlerins figure le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, c'est la première fois que le président vient pour rester avec nous pour 3 jours. Deuxièmement, 60 ans après le martyre de la bienheureuse, c'est maintenant que nous avons cette grâce, ce privilège de prier avec le président de la République. Et ça, on peut voir ce côté humain et spirituel du chef de l'État qui vient et qui va prier avec nous
Et ensemble, la population entend prier avec lui pour le pays. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, aujourd'hui, certains fils de ces territoires servent des bras séculiers pour défendre des intérêts étrangers. Isiro n'est pas prêt à subir une autre aventure armée. La population du Haut-Uélé a voté le président de la République à plus de 85%. Nous ne pouvons pas comprendre comment Kagame, qui a tué notre population pendant des années, comment des Congolais peuvent s'aventurer à les rejoindre pour continuer à massacrer, à perpétrer des pillages et toute forme de violence sur les autres Congolais. C'est absurde et c'est inacceptable. C'est comme ça qu'ici, nous prions Dieu pour que un jour, ceux qui commettent ces actes, ceux qui s'allient aux agresseurs pour déstabiliser ces pays, qu'ils soient confrontés ou qu'ils soient présentés devant les juges. Et même après les juges, qu'ils répondent de ces actes devant les seigneurs Dieu Tout-Puissant. Côté spirituel, les évêques de la Senko poursuivent leur pèlerinage sur différents sites où la sœur Anouarité a défendu ses valeurs chrétiennes. Les clergés saluent à son tour la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le fait que le président de la République puisse venir à Isiro, cela témoigne que, d'abord, la sœur Anouarité est une Congolaise, une citoyenne congolaise. De deux, la sœur Anouarité est un patrimoine commun, et pour l'Église catholique et pour l'État congolais. Donc la preuve en est que, à commencer par l'État zaïrois et aujourd'hui l'État congolais, tous ces dirigeants ont fait beaucoup de dons pour l'Église catholique, à commencer par le gouvernement zaïrois qui a acheté les complexes Maison Bleue et a fait don à la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque. Et aussi, là où nous allons célébrer la messe, le site où on va construire le grand sanctuaire, l'église où on va conserver définitivement les corps de la bienheureuse Anouarite, là c'est encore un don de l'État congolais. Moi je pense que la présence du président de la République ici à Isiro est une preuve de partenariat entre l'État congolais et l'Église catholique. Et aussi c'est une preuve que la bienheureuse Anouarite, c'est un patrimoine congolais qui intéresse tout le monde. La population, quant à elle, reste très mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Aux élections de 2023, ils avaient porté leur choix sur lui avec une écrasante majorité. Lors de son séjour au Caire, la capitale égyptienne, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a entrepris plusieurs activités sur invitation de son homologue égyptien Hanafi Ghebali. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a visité la nouvelle capitale administrative du pays des pharaons qui s'étend sur 40 000 hectares. Anim Baraka. En marge de son séjour officiel au Caire, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été invité par son homologue égyptien, le docteur Hanafi Ghebali, à découvrir à travers une visite guidée la prouesse accomplie par le gouvernement égyptien sous le leadership du président Abdel Fattah al-Sisi en construisant dans un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares et qui va bientôt s'agrandir de 40 000 autres hectares. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mahmoud Abbas a fait une présentation de ce gigantesque projet qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu le problème de désengorgement de l'ancienne capitale administrative et sa surpopulation évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Situé à une cinquantaine de kilomètres de l'ancienne capitale, ce projet pharaonique offre à l'Égypte une nouvelle ville verte et moderne dans le désert, abritant les sièges de toutes les institutions dont la présidence de la République, la Chambre des représentants, des bâtiments abritant des ministères, des banques, pour ne citer que cela. Nous allons faciliter qu'il y ait vraiment un accord entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ce domaine pour venir nous aider à assainir et à construire des grandes villes. Nous sommes convaincus que vous allez nous aider
Je sais que le ministre de l'Urbanisme, Christin Badou, a séjourné par ici. Je crois que l'Égypte et la République démocratique du Congo peuvent aussi se mettre ensemble, booster l'Afrique. Outre des très nombreux logements, non seulement de haute gamme, mais aussi plus modestes, afin d'accueillir tous les fonctionnaires du nouvel ensemble. Le projet compte des hôtels de luxe, un nouvel aéroport de 4000 m², 10 000 km de voies routières, un métro et tant d'autres infrastructures. De retour du Maroc, la première ministre Judith Souminois est arrivée à Kolwezi, étape ultime de son périple pour assister à la 11e conférence de gouverneurs à Kalemi dans le Tanganyika. C'est un commentaire de Chimène Dondo. Vendredi 29 novembre 2024, Kalemi vole la vedette de toutes les villes de la RDC. Partis politiques, dont l'UDPS, les épouses de policiers et de militaires, les autorités coutumières se sont montrées fières d'accueillir le numéro 1 du gouvernement central à l'aéroport de Kainda. Venus de Tanger au Maroc, les 4 ministres faisant partie de sa suite ont tous atterri à 13h50 heure de Kinshasa avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Accueillie par le gouverneur du Tanganyika, la chef du gouvernement va prendre part à la clôture de la conférence des gouverneurs et la réunion du conseil de ministres présidée par le chef de l'État. La tenue de la réunion du conseil de ministres du gouvernement central dans le Tanganyika s'inscrit également dans cet élan de solidarité nationale et de rapprochement voulu par les autorités avec les différentes régions du pays ainsi que leur population. Le gouvernement de la République a présenté ses priorités en ce qui concerne la mobilisation des ressources domestiques dans le cadre de la nouvelle économie climatique. Cette réunion a permis également de présenter autre chose, notamment les résultats du programme de performance du FONARED. Suivez. Placé sous le thème « Forêt de la RDC, poumon du monde », mobiliser et agir pour un développement durable. La réunion a connu la participation du ministre d'État de l'aménagement du territoire, du ministre des Ressources hydrauliques et de l'énergie, ainsi que le représentant du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, des Affaires foncières, des représentants du directeur de cabinet du chef de l'État et la société civile, des corps diplomatiques dont les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la France et de la Suède, ainsi que le représentant de la Norvège et de Pays-Bas dans le cadre de l'initiative CAFI était également présent. La réunion a permis d'une part de passer en revue le projet réalisé et d'autre part de valider une série de programmes tout en levant les options nécessaires pour renforcer la capacité de mobilisation du FONARED en vue de capter le financement climatique et de soutenir la transition écologique nationale. Nous avons signé une lettre d'intention pendant 10 ans, 2021 jusqu'à 2031, avec l'objectif d'accélérer, d'avoir des projets avec les impacts concrets, tangibles, qui vont améliorer la qualité de vie des Congolais et aussi également protéger les forêts qui sont importantes pour l'avenir de l'humanité. En ce qui concerne le futur du FONARED, le processus de restructuration de ces fonds sera achevé d'ici la fin de l'année prochaine. Le gouvernement de la RDC est en train de mener des réflexions sur la meilleure manière de mobiliser les ressources climatiques afin de financer le développement et garantir la transition écologique sur le plan national. J'en parlais dans le titre. Un camion-ben a foncé droit dans la foule à Matadi-Mayo, dans la commune de Mongafula. Un drame en pleine journée du jeudi 28 novembre, faisant 7 morts et plusieurs blessés. L'autorité municipale est arrivée sur place pour constater les dégâts. Les récits de ces jeudis noirs à Mongafula avec Pascal Sichot dans ses commentaires d'Éric Kabamba. 7 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un accident qui s'est produit ce jeudi 28 novembre à l'entrée de la route Matadi-Mayo. Dans le fait, il s'agit d'un camion Ben appartenant au sujet chinois qui a fini sa course sur des paisibles citoyens à l'arrêt des bus. Informé de la situation, Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de Mongafula, est descendu sur le terrain pour s'imprégner de la situation. Parmi les victimes, on allait compter une écolière de 8 ans qui a eu miraculeusement la vie sauve malgré la violence de l'accident. Selon certains témoignages recueillis sur place, l'excès de vitesse et les problèmes du système de freinage serré
à la base de ces drames. Nous nous approchons des fêtes, vous devez savoir que la circulation est intense. Aujourd'hui, j'ai été saisi par nos services de sécurité qui avaient un accident. Je suis arrivé, nous venons de constater qu'il y a pratiquement 6 décès. Et le 7e, nous venons de les retrouver aussi sous le véhicule, Ben, qui venait de connaître une panne de frein. Et ce véhicule transportait des cornières. Vous comprenez que cette descente avec une panne de frein, et nous venons d'avoir une conséquence que nous déplorons tout de suite là. Aux familles, nous présentons nos condoléances les plus attristées, mais aux passants d'être vigilants. Quand nous sommes à l'arrêt des bus, nous devons toujours être loin de la chaussée pour nous épargner de certains cas. Vu l'urgence, les victimes de cet accident ont été admises dans un centre de santé pour des soins appropriés. Aux conducteurs et usagers de la route de veiller afin d'éviter à la population des décès gratuits, surtout en cette période de festivités. L'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, les processus de Luanda, les récents sommets de la SADC sont là les sujets abordés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba avec les ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité. C'était à l'immeuble du gouvernement. On en parle avec Edith Chala. Rituel d'échange entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a échangé avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise a fait le point de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo principalement. Une question qui a été au centre de plusieurs événements récents, notamment la 6e réunion ministérielle qui s'est tenue le 25 novembre dernier dans le cadre du processus de Luanda, la dernière visite du comité de sanctions et la 1245e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Elle a également évoqué la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO et du retrait progressif de ses troupes de la RDC ainsi que le dernier sommet de la SADC. Cette rencontre stratégique vise la mobilisation de la communauté internationale dans ce processus de paix qui doit être suivi par tous afin d'intensifier les mécanismes d'alerte et de réaction rapide pour le bien-être des populations. Ce même jour, la ministre d'État a présidé une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine par visioconférence en sa qualité de présidente de cet organe pour le mois de novembre 2024. Cette réunion mensuelle qui avait comme thème débat sur les expériences et les enseignements tirés de la mise en œuvre du mandat du comité de paix et de sécurité conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et du protocole relatif à la création du CPS a été ponctué par une communication du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye. La nécessité d'échanges réguliers entre le CPS et les autres interlocuteurs ainsi que la priorisation de l'alerte précoce et la réaction rapide. Vienne, capitale autrichienne, a accueilli la conférence sur le rôle de la science et la technologie nucléaire. La RDC a été représentée à ces assises internationales par les ministres de la recherche scientifique Gilbert Kabanda. Images et commentaires. Représentant la République démocratique du Congo à la conférence ministérielle de Vienne, Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a salué l'apport de l'AIEA dans la lutte contre le cancer et les zoonoses au Congo démocratique. Il est notoirement connu que la République démocratique du Congo regorge d'énormes potentiels nucléaires. En cette qualité, mon pays bénéficie du renforcement de ses capacités en termes de recherche en sciences et techniques nucléaires dans divers domaines intéressant les applications pacifiques de l'énergie atomique par le biais de nombreux projets de coopération technique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie l'agence pour l'initiative d'appuyer les États membres à moyen et faible revenu dans leurs efforts de lutter contre le cancer à travers le projet Race of Hope. Avant
le patron de la recherche de la République démocratique du Congo a échangé avec le directeur de la coopération technique Division Afrique, le professeur Chokat. Ce dernier était accompagné de Madame Malak Drak Ruiz de Velasco, responsable de l'Afrique de l'Ouest et centrale, opération secteur public au fond de l'OPEP, et de Abdou Diane, chargé de la gestion des projets de la RDC. Et pendant ces temps, le ministre de la formation professionnelle marque qu'il a été à Moanda, dans le Congo central. Sur place, il a visité la Barge Training Center, une entité de l'entreprise Perenco. On en parle avec Eric Kabamba. C'est un outil qui plonge les apprenants dans l'univers de la filière gaz et pétrole. La Barge Trading Center, Jean-Robert Ipet, propose donc des formations dans différents domaines liés au site pétrolier des Perenco, notamment la vie sur un chantier, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, la maintenance, la production et les opérations sur puits. La formation qu'elle est là, telle qu'elle se présente là, elle est de très très haut niveau. Et c'est vraiment le renforcement des compétences et c'est vraiment le renforcement de la main-d'œuvre très 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 qualifiée dans notre pays. Quand vous avez une compétence de très haut niveau au niveau du personnel, ça veut dire que le développement socio-économique est assuré. Accompagné du vice-gouverneur du Congo central, Maître Marc Ekila, qui milite pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, a salué cette initiative qui est un investissement au profit du personnel de la société, en majorité constitué des Congolais. Les formations que nous dispensons sont spécifiquement adaptées aux besoins réels des apprenants et sont le fruit de l'intelligence collective et de l'expérience accumulée par nos experts dans différents pays. Dans un autre décor, le ministre de la formation professionnelle a reçu l'ambassadrice britannique en RDC en marge du forum de pays africains de l'espace francophone qui se tiendra du 3 au 6 décembre prochain à Londres. Alison King a encouragé le ministre de la formation professionnelle à présenter la politique sectorielle auprès des bailleurs en vue dénuée de partenariats. La lutte contre les violences basées sur le genre, cheval de bataille de la ministre du genre, Léonie Kandolo a procédé à la remise officielle du Centre intégré des services multisectoriels au Centre féminin Marie-Antoinette, Yvette Makuntima. Un bâtiment imposant à la taille des objectifs poursuivis. C'est un ouvrage qui va abriter le centre intégré des services multisectoriels au centre féminin Marie-Antoinette de Limité et remis officiellement par la ministre du Genre, Enfants et Familles en présence des partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour la population, le Programme des Nations Unies pour le développement et la COICA. Un bâtiment sorti des terres après les pluies dévastatrices de 2021. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint Prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en République démocratique du Congo. Le centre intégré des services multisectoriels est réhabilité et équipé grâce à l'intervention des partenaires techniques et financiers dont les PNUD, qui a salué par son représentant les efforts consentis par le gouvernement congolais à travers la ministre du Genre, Enfants et Familles dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La lutte contre ces violences sera un défi d'État et à une prise en charge holistique des qualités demeure un autre défi à relever. La lutte contre ces violences reste un défi de taille et l'accès des survivants à une prise en charge holistique des qualités demeure un autre défi à relever. Hier, un projet, aujourd'hui une réalité, le réajustement du SMIG, du personnel des entreprises du portefeuille de l'État, c'est du concret. Les sujets étaient en discussion à l'Association nationale des entreprises, des établissements publics et entreprises du portefeuille. Yolande Voka. On y est presque et on entrevoit les bouts du tunnel. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, sera réajusté dans le prochain jour au sein des entreprises du portefeuille et établissements publics. Pour atteindre ces objectifs qui touchent à l'amélioration des conditions sociales, une commission a été mise en place pour évaluer l'application du SMIG et la problématique des dénonciations de conventions collectives budgétivores. Deux sujets qui ont nourri la réflexion entre d'un côté la NEP et de l'autre les délégués des entreprises de l'État. Toutes les entreprises
sont déjà au-delà du SMIC prévu par l'ordonnance de son Excellence Monsieur le Président de la République. Malheureusement, dans certaines entreprises, il y a juste un problème d'interprétation de la définition du SMIC sur le calcul des décomptes final qui diffère selon un inspecteur à un autre. Les entreprises ont estimé qu'il était nécessaire que le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale prenne un arrêté portant modalité de calcul des décomptes finales dans les entreprises. Il s'avère que pour la plupart, les conventions collectives sont extrêmement budgétivores. Ça empêche les entreprises de mettre en place leur politique de développement prévue par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ces entreprises ont déploré les caractères budgétivores dans la gestion et optent pour une gestion austère des ressources pour l'application d'un plan de relance tout en revisitant les conventions collectives. Et dans un autre registre beaucoup plus politique, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, s'est entretenu longuement avec les coordonnateurs de la plateforme Rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi. Au menu, l'actuel débat sur le changement constitutionnel. Anita Luamba. Le débat lancé par le président Tshisekedi pour le changement de la Constitution continue de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Dans sa casquette de président du regroupement Alliance pour les valeurs, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, a au cours de l'entretien avec Jean-Pierre Lisanga Bonganga, président de la plateforme Rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi Tshilombo, la question de la révision constitutionnelle a pris une part belle. Lisanga Bonganga a expliqué sa position quant à la démarche initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi, sur le changement de la Constitution. Nous soutenons l'idée du président de la République pour sa vision légendaire de changer la Constitution. C'est notre volonté depuis très longtemps, commençant par notre père fondateur, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il est s'il n'est pas, nous devons les soutenir. Et moi-même, quand je vois ce combat, et vous vous souviendrez que même quand nous étions au gouvernement, je suis entré IDPS, Tshisekedi, je suis sorti Tshisekedi, parce que je n'ai pas signé le pacte des FCC. Nous disons, pour le président, nous sommes venus aussi le soutenir, parce que ce qu'il a fait à Mbujimaï, et aller parler du changement de la Constitution. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, je ne peux pas traîner, je dois aller les féliciter. Il mérite ça. C'est le moment de lancer un appel à tout celui qui se veut aujourd'hui allié du président Félix Antoine Tshisekedi, parce que ce n'est pas normal que le président a lancé l'ego et il y a des gens qui traînent le pas. Ce n'est pas normal. En tant qu'allié du président de la République, l'occasion était aussi pour Jean-Pierre Lisanga de remettre au nom de son regroupement politique une déclaration de soutien au chef de l'État dans sa démarche qui ouvrira sans nul doute la voie à la 4e République. Ancien ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga compte poursuivre cette mobilisation à tous les niveaux. Il va rencontrer les présidents des 2 chambres du Parlement pour leur expliquer sa position qui vise à abroger premièrement les anciennes dispositions relatives au changement de la Constitution afin de laisser la Constitution libre de modification. Débat autour de la Constitution, on en parle encore dans ce journal. L'Alliance des valeurs apporte son soutien au changement de la loi fondamentale. Déclaration faite au micro de nos reporters Anita Luamba et José Dimonekene. L'Alliance pour les valeurs a suivi avec attention les communications adressées à différentes couches de la population congolaise par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à Kisangani, Lubumbashi et Kalemi, ce sur l'impérieuse nécessité d'opérer la révision ou le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. L'Alliance pour les valeurs note que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, a été cousue à la mesure des belligérants, soutenus pour la plupart par des puissances étrangères. Cette Constitution regorge plusieurs germes qui la mettent en porte-à-faux avec les attentes de la population sur les plans tant politique, économique, social
que culturelle. L'Alliance pour les valeurs relève à ce sujet plusieurs questions qui impactent directement sur la vie de la nation, auxquelles il convient de donner des réponses favorables par la voie d'un référendum constitutionnel en mettant le peuple au centre de toute action qui impacte sa vie. Des conditions d'éligibilité à la magistrature suprême et autres postes de souveraineté, du mode de scrutin capable de refléter la vraie volonté de la population, du mode de désignation des animateurs de province et leurs exécutifs pour les regroupements. Honorable José Kalala Wakalala, président. En première ligne autour de ces débats sur le changement ou non de la loi fondamentale, il faut harmoniser avec les alliés et avoir les mêmes éléments de langage. C'est ainsi que le secrétaire général de l'UDPS a échangé avec Jean-Thierry Moussenepo, communicateur de l'Union Sacrée, Yvette Makuntima et Alain Bikaï. Un échange fructueux entre l'honorable Augustin Kabouya, président d'intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et Jean-Thierry Moussenepo Mototo au siège du parti présidentiel. Une rencontre qui a permis aux deux personnalités d'harmoniser les points de vue sur la réforme constitutionnelle. Réforme portée en première ligne par l'UDPS. Sur base du discours que le président de la République a tenu, sur base de la volonté qu'il a de donner aux Congolais une loi fondamentale émancipée, mais aussi qui réponde à la vision actuelle, celle du développement du pays, nous devons donc venir ici pour avoir ces orientations, ces conseils et des éléments de langage qui vont permettre à ce que nous puissions mieux articuler notre défense parce que la population est derrière nous. Les autres sont utilisés par les forces occultes qui veulent déstabiliser ce pays en profitant de ce débat, alors que le vrai patron du pouvoir, c'est la population. Et cette population qui est avec nous a le besoin de comprendre avec détail quelle est la motivation qui nous pousse, mais aussi de comment les choses vont se passer. Répondant aux critiques de l'opposition qui voit en ces projets des visées pour instaurer une forme de monarchie sous Félix Tshisekedi, ces cadres de l'Union Sacrée a dénoncé un procès d'intention. Cet tête-à-tête illustre une fois de plus la volonté de l'Union Sacrée de consolider ses bases et de préparer des réformes majeures pour le développement de la République démocratique du Congo. Avant de boucler complètement ce journal, c'est communiqué de l'entreprise Air Congo. La nouvelle compagnie Air Congo, aérienne Air Congo SA, informe les Congolaises et Congolais sa première opération sur Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bujimaï, Kalemi et Kolwezi. Ces vols à partir du 1er décembre 2024. Air Congo va décerner un certificat, va décerner, comme c'est écrit, un certificat de reconnaissance à tous ces passagers voyageant entre le 1er et le 15e de décembre 2024. Un tirage au sort pour gagner un billet gratuit aller-retour sera offert aux gagnants. Faites partie de l'histoire et faites partie d'Air Congo. C'est un message signé par le directeur général d'Air Congo, Mesfin Birou. Et cette note triste concernant notre consoeur Jemima Mogo, le programme des obsèques se présente de la manière suivante. La RTNC d'abord ici, le mardi 3 décembre 2024, veillée mortuaire en la salle polyvalente de Notre-Dame du Congo, dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, sur l'avenue de la Libération. Mercredi 4 décembre 2024, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et exposition, suivie de l'enterrement à la nécropole Ntsele Bambou. Et dans l'entretemps, la famille s'est réunie sur l'avenue Inga, numéro 54, commune de Bandalungwa, quartier Moulard, référence École Joyeux Lutin. Un message signé par la famille de notre consoeur. Et voilà qui met un terme à ce journal sur la RTNC. L'actualité continue sur rtnc.cd. Excellent suite des programmes sur nos antennes et bonsoir chez vous.